Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux que ce soir pour un sujet qui le mérite grandement, qui est celui des forêts. Donc c'est un cycle de conférences qui est initié par l'ESSAGE, l'École supérieure de l'architecture des jardins. Il y a ici beaucoup d'étudiantes et d'étudiants de l'ESSAGE, et puis l'Académie du climat qui nous accueille. Et l'idée que j'avais en initiant ce cycle, c'était de revenir sur les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, qui, évidemment, avec les perturbations environnementales actuelles, ne sont plus dans le même état qu'il y a quelques siècles. Et donc, l'idée était d'examiner les grands thèmes géographiques, justement pour les questionner, pour un petit peu les ébranler aussi et nous permettre de réfléchir là-dessus. Et donc, il y a eu les océans, vous avez peut-être assisté à cette séance, qui était un exposé malheureusement très triste, puisque les océans deviennent une poubelle à l'échelle planétaire. Et puis, il y a eu également tout un très bel exposé sur les glaciers qui fondent de partout et sur les banquises, et avec une très belle réflexion sur penser comme une banquise. Vous savez, l'expression d'Aldo Léopold, penser comme une montagne, tel qu'il l'explique dans son livre « L'Almanach d'un comté des sables », publié en 1949, c'est à partir de là, évidemment, où on a commencé à réfléchir sur... Alors, maintenant, c'est devenu un titre pour des tas de bouquins. Penser comme un iceberg, penser comme ceci, bon, etc. Donc, aujourd'hui, on va peut-être penser comme une forêt ou même comme un arbre. Alors, je voulais commencer, avant de laisser la parole à Vincent Morigno, qui est géographe, maître de conférence à la Sorbonne Université, là c'est dans ce sens-là, auteur de nombreux ouvrages, dont ce remarquable travail sur la forêt. Je le fais circuler, il s'appelle Reviens, comme on disait quand j'étais petit, voilà, mais regardez, tranquillement. Et on va, évidemment, il va me permettre de lui poser un certain nombre de questions, ce document qui est très très bien fait. Mais avant, comme pour les autres fois, comme vous le savez, je suis lexicographe, donc du coup, je vais regarder ce que certains mots désignent, parce que ça nous renseigne. Il ne faut pas croire non plus que l'étymologie, qui est un mot qui en grec signifie la vérité des mots, donc il ne faut pas croire que l'étymologie est toujours vraie, mais elle nous informe sur la manière dont on pense quelque chose. Et l'arbre, en latin, c'est arbor. C'est un terme qui désigne à la fois l'arbre, mais aussi le mât, qui se dresse comme ça. Et c'est un terme qui est féminin en latin, comme en italien, comme en espagnol, comme en portugais, parce que quand quelque chose porte des fruits, alors c'est féminin. Vous voyez, il y a une relation que vous avez tous évidemment compris entre la fécondité et puis un objet ou un être particulier, en particulier l'arbre. En français, c'est masculin, l'arbre. Et évidemment, ça va tout de suite être associé à la notion de forêt et à la notion de bois. La notion de forêt est une notion très difficile. Alors, comme disent les dictionnaristes, c'est un mot aux origines obscures. Donc, on ne sait pas trop d'où vient ce terme. Alors, il y en a 2 termes en latin. Il y a silva et puis, alors qui va donner sylvestre, qui va donner sylviculture, etc. Et puis, il y a foresti qui va donner forêt. Mais en fait, c'est un mot qui serait apparenté à forum, c'est-à-dire au tribunal. Et dans les capitulaires de Charlemagne, le mot forêt est associé à la propriété royale. Donc la forêt n'appartient pas aux manants, aux braconniers, aux forestiers. Donc c'est un domaine qui est contrôlé par le pouvoir politique. Et donc c'est pour ça que dans la langue française, on va lui préférer le mot bois. Le mot bois qui vient du germanique, bosque, qu'on retrouve dans certains... par exemple, moi j'habite en Normandie, dans un village qui s'appelle Sainte-Marie-au-Bosc. Et donc c'est un terme qui vient du saxon, qui est le mot bosque, ça veut dire bois, tout simplement. C'est un peu idiot parce que j'habite en plus rue des Bois. Donc, vous voyez, c'est du Raymond DeVos. J'habite rue des Bois à Bois. Bon, c'est un peu curieux. Mais le mot bois, lui, va être très très riche dans la langue française.
dans les deux sens, dans le sens du matériau qu'on utilise pour l'ameublement, pour façonner un certain nombre de choses, et puis dans le côté, le bois, c'est-à-dire un ensemble d'arbres rassemblés en un même endroit. Alors il y a plein de formules en français, comme par exemple un chèque en bois, enfin vous voyez, vous les connaissez, il y a plein de formules avec le mot bois qu'on n'a pas avec le mot forêt. Donc là, ce sera peut-être aussi quelque chose qu'il faudra qu'on interroge tranquillement. Avant de laisser la parole à l'invité, je la confisque encore quelques instants pour faire part et je lui demanderai son avis évidemment là-dessus, d'une enquête qui a été faite en 2015, c'est la plus récente que j'ai vue, qui essaye, avec des photos satellitaires, à comptabiliser le nombre d'arbres sur Terre. Et on arriverait à 3000 milliards d'arbres. Je n'ai pas vérifié, je vous rassure tout de suite. 3000 milliards d'arbres, ce qui fait 422 arbres par habitant sur Terre. Mais évidemment, ces arbres ne constituent pas nécessairement des forêts, premièrement, et deuxièmement, c'est inégalement réparti sur la surface du globe. Alors, première question à Vincent, est-ce que vous pouvez assez rapidement, peut-être continent par continent, nous expliquer un peu l'état des forêts, du manteau forestier par continent? Voilà. Merci. Alors, merci à tous et à toutes d'être nombreux. Merci aux organisateurs, à l'ESSAGE, à l'Académie du climat et à Thierry de m'avoir invité pour un sujet qui m'est cher. Je vais répondre à la question, mais je vais peut-être partir de la définition et de l'étymologie. Je voudrais juste rajouter une étymologie. Silva, ça a un rapport avec le sauvage. Et la forêt, je suis tout à fait d'accord, c'est le domaine du prince, c'est le domaine réservé du puissant, de la puissance, mais tout ce qui touche à la sylve, c'est le domaine du sauvage. On y reviendra peut-être. Alors, tu as compté les arbres par habitant. Si on parle déjà au niveau mondial, je crois que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une forêt ? Parce que tout ce qu'on raconte jusqu'ici ne peut évidemment être valable, surtout à l'échelle mondiale, que si on s'entend sur une définition mondiale de la forêt. Et c'est particulièrement difficile. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est la FAO qui a la définition la plus communément admise, mais tous les pays n'adoptent pas la définition de la FAO. L'inventaire forestier national, qui fait maintenant partie de l'IGN, l'Institut géographique national, les deux ont fusionné, vient de s'approcher de la définition de la FAO, mais jusqu'à une date récente, l'IFN avait sa propre définition. Chaque pays a sa propre définition, parce que chaque pays a son type de forêt, ce qui m'amènera à répondre à la question sur les différents types de forêts dans le monde. Mais je voudrais réagir à la question des arbres, parce que le nombre d'arbres par habitant, ça ne nous parle pas vraiment, parce qu'on ne sait pas notamment combien il y a d'espace entre chaque arbre et combien ça se représente. Il me semble que c'est plus en surface que ça serait intéressant. Alors en surface, si on prend la définition de la FAO, je vais revenir sur cette question, on aurait 4 milliards d'hectares. 4 milliards d'hectares de forêt dans le monde. Si on rapporte ça aux 8 milliards d'habitants, ça nous fait 0,5 hectare, un demi-hectare par habitant. Un hectare, c'est en gros un stade de foot. Alors là aussi bizarre que ça puisse paraître, tous les stades de foot n'ont pas la même taille. La FIFA autorise, il y a toute une fourchette. Enfin bon, on ne va pas faire du foot ce soir, mais c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Mais en gros, un stade de foot et puis le banc de touche autour, ça fait à peu près 1 hectare. Si vous voulez des références non footballistiques, vous avez 1 hectare la cour carrée du Louvre, 1,5 hectare les 4 piliers de la Tour Eiffel. Si on prend l'embase de la Tour Eiffel, son embase au sol, c'est 1,5 hectare. Voilà, donc on aurait à l'échelle du monde 0,5 hectares par habitant, avec évidemment de très très grosses différences selon les pays. En France, nous avons, en France métropolitaine, 17 millions d'hectares pour 68 millions d'habitants, ce qui nous fait du 0,25 hectares, c'est-à-dire un quart de stade de foot. J'ai déjà perdu ma plus jeune auditrice. Un tout petit morceau de stade de foot, on est plus sur le stade de basket. Alors, donc vous avez compris qu'on peut s'amuser comme ça à donner des ordres de grandeur. Encore faut-il qu'on s'entende sur ce que c'est qu'une forêt.
Parce qu'entre la forêt boréale et la forêt équatoriale, il y a une énorme différence en termes d'essence. Ce ne sont pas les mêmes essences. En termes de hauteur, ce n'est pas la même hauteur d'arbre. En termes de densité, à partir de quand va-t-on parler de forêt? Faut-il que les arbres se touchent, que la canopée, ce qu'on appelle la canopée, donc le sommet, la cime des arbres, est-ce qu'il faut que ça se touche? Est-ce qu'il y a une certaine... il y a une limite à donner, hein, la limite entre la savane et la forêt, la savane arborée par exemple. Si on prend comme image de la forêt équatoriale, il n'y a pas grand-chose dans le monde qui va ressembler. La forêt équatoriale est extrêmement dense. Toute la question des plantes de la forêt équatoriale, c'est la lutte pour la lumière. La lumière n'arrive pas au sol ou quasiment pas. Dans une forêt des limites de la forêt, des limites latitudinales de la forêt, la toundra, les arbres font 80 cm, sont très lâches, sont plus des touffes véritablement que des arbres. Et pourtant, si vous interrogez la statistique russe, par exemple, ça va être défini comme forêt. Si on transforme ça en France, si on se transpose en France, est-ce que le maquis est une forêt? Est-ce que la garrigue est une forêt? Jusqu'à quand? Tout ceci se pose. Il n'est pas certain que le promeneur définirait la forêt exactement de la même façon que le géographe, le forestier, l'écologue. Par exemple, un forestier qui vient de couper des arbres, éventuellement une coupe rase, la totalité d'une parcelle coupée. Pour lui, c'est toujours la forêt, puisqu'il sait qu'il va replanter derrière. C'est bien sûr une forêt, c'est une parcelle forestière. Le promeneur, il va trouver que la forêt a disparu, évidemment. Mais dans la comptabilité de l'inventaire forestier national, ça reste une forêt. La vocation de cette parcelle est une vocation forestière. Qu'est-ce qu'on entend par forêt primaire? Parce que beaucoup d'étudiants ici présents connaissent le nom de Francis Allais, évidemment, oui. Donc qui revendique, qui milite pour qu'on établisse à nouveau, ou même qu'on synchralise des forêts primaires. Alors, voilà. Comment on va la définir? Très difficile. En fait, ça n'existe pas, une forêt primaire. En tous les cas, il n'y a pas de définition acceptée par tous et acceptée par tout, dans tous les pays. Une forêt primaire, c'est l'idée qu'une forêt vit toute seule sans intervention humaine. Toute forêt vit toute seule sans intervention humaine, c'est la définition sur laquelle on peut s'entendre, je pense, de l'écosystème forestier. Quand un système forestier fait justement système, ça veut dire que la forêt se reproduit, elle est capable de se reproduire toute seule. Dès lors qu'on va planter des plantes qui ne sont pas capables de se reproduire, on ne crée pas un écosystème, et là on peut dire qu'on n'a pas une forêt. Bon, notamment si on plante des arbres qui sont stériles. Par exemple des peupliers qui sont là pour faire du bois de déroulage, qui ne portent pas de fruits et qui donc ne vont pas se reproduire. Est-ce qu'on va appeler ça une forêt? Jusqu'à 2005, l'IFN excluait ça des forêts. C'était des vergers. Depuis 2005, c'est une forêt. Et tous les pays du monde ne le traitent pas de la même façon. Donc dans cette question, la forêt primaire, si on prend primaire au sens une forêt qui est capable de se reproduire toute seule, toute forêt digne du nom d'écosystème forestier est dans ce cas-là. Maintenant, si on ajoute la dimension historique primaire au sens qui n'aurait jamais été modifiée par une intervention humaine, ben là, il va falloir chercher loin pour trouver des endroits sur Terre où il n'y a jamais eu d'intervention humaine, ne serait-ce qu'une intervention par l'absurde, une non-intervention est une forme d'intervention. Pardon pour la pirouette, mais je vais y revenir. Par exemple, on a pu montrer, des études archéologiques ont pu montrer que dans le bouclier amazonien, au plus profond de la forêt amazonienne, on trouve des arbres qui ne sont des associations d'arbres qui ne sont pas naturelles et dont on a pu montrer que c'était dû à une présence humaine, une présence évidemment très très faible, itinérante, hein, c'est de la culture sur brûlis, on coupe quelques arbres, on fait un peu de culture dans une clairière et puis quand le sol est épuisé, hop, on va un peu plus loin. Mais rien que cette toute petite intervention
on peut encore la lire aujourd'hui dans certaines parties de la forêt. Alors évidemment, si on regarde sur l'ensemble massif de l'Amazonie, ça compte pour bien peu de choses, et on a évidemment tendance à définir l'Amazonie comme une forêt primaire. Alors il y a des auteurs qui préfèrent dire forêt intacte plutôt que primaire, parce qu'il y a aussi dans la dimension temporelle à intégrer le fait que à l'ère tertiaire dans le bassin parisien, il y avait une forêt tropicale. Avec la dérive des continents, nous n'étions pas au même endroit. Avec l'extinction des espèces les différentes extinctions d'espèces qui ont eu lieu, les plantes n'étaient pas les mêmes, etc., etc. Donc primaire de quoi, hein, primaire à partir de quoi? Donc quand on dit forêt primaire aujourd'hui, c'est forêt telle qu'elle s'est développée naturellement, sans intervention humaine, si c'est possible, et il y a très très peu d'endroits où ça peut être prouvé, depuis la dernière glaciation, la fin de la dernière glaciation, 10 000 ans. Voilà. Ça, on peut dire que c'est une forêt primaire. Mais encore une fois, le concept mérite d'être souligné. Alors, revenons à la géographie. Je termine juste mon histoire de non-intervention humaine. En Europe, la forêt que l'on considère comme primaire, elle a été patrimonialisée sous ce label. C'est une forêt en Pologne qui est à la frontière avec la Biélorussie. Et si elle est primaire, considérée comme primaire, c'est précisément parce que son rôle de frontière, de marche frontalière, l'a préservé de toute intervention. On n'a jamais vraiment coupé d'arbres là-dedans parce que justement, on avait besoin d'un tampon. Et donc, quelque part, c'est la non-intervention de l'homme, le fait qu'on a respecté cette forêt parce qu'elle nous était utile comme frontière, qui explique le fait qu'elle est primaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait avec elle. Oui. Si ça marche. Revenons continent par continent, même si c'est un peu caricatural de fait, et puis il faudra redéfinir à chaque fois la forêt. Mais bon, là, vous avez parlé de l'Amazonie, alors tout le monde a en tête cette énorme forêt. Bon, est-ce que le Brésil est un des pays qui a le plus gros manteau forestier, ou est-ce que c'est la Russie, ou est-ce que c'est la Chine, ou est-ce que voilà. Alors, un des pays, oui, c'est sûr, c'est le deuxième. C'est la Russie qui a le plus grand manteau forestier. Alors, toujours en mutatis mutandis, en prenant la définition de la forêt des Russes, hein, qui va jusqu'à la toundra. Mais c'est la Russie qui a le plus gros manteau. Le Brésil vient derrière. En fait, ce sont les pays continents, de manière assez logique. Il y a relativement peu de pays, il y en a une dizaine dans le monde, qui n'ont aucune forêt. Donc des pays désertiques qui n'ont absolument aucune forêt, ou des pays de très haute latitude. Mais la question en fait du pays importe relativement peu si on veut regarder le type de forêt, hein, parce que il est clair que les forêts transcendent largement les limites en termes de frontières. L'Amazonie, la forêt amazonienne est dans plusieurs pays, pas seulement qu'au Brésil. Bon. Alors là, ça m'entraîne à une autre question, mais là, on va revenir au cas français. Dans le livre qui circule et qui est passionnant, il y a cette idée qu'on nous présente toujours l'histoire des Gaulois, par exemple, avec Astérix, bien évidemment, comme étant un environnement très forestier. Et apparemment, il y a moins de forêts à l'époque d'Astérix qu'aujourd'hui, en France. Alors, en fait, on n'en sait rien, il faut être honnête, on n'en sait rien, mais on est revenu très largement sur cette image de la forêt chevelue, la forêt de la Gaule chevelue, de la forêt gauloise impénétrable, telle qu'on peut la voir dans Astérix. C'est une image qui s'est imposée au XIXe siècle dans les livres d'histoire des écoles, de l'école primaire notamment, où Jules Michelet, par exemple, décrivait la forêt gauloise comme quelque chose de très différent d'aujourd'hui, de son époque. L'idée, c'était de faire comprendre aux enfants qu'il y avait eu la civilisation et que la civilisation, forcément, elle allait contre la forêt. On retrouve cette idée de forêt sauvage. Ce qui est sauvage doit être maîtrisé par l'homme, et à partir du moment où l'homme, donc le Romain, la colonisation romaine va civiliser la Gaule, la forêt va reculer face à la civilisation. Aujourd'hui, les études des archéologues, notamment, sont beaucoup plus nuancées.
On pense qu'il y avait déjà énormément de clairières très très larges dans les forêts gauloises. En fait, les grands défrichements commencent dès le néolithique supérieur, et donc il y avait déjà plein d'endroits, évidemment cela dépend des zones, mais il y avait déjà plein d'endroits où la forêt était très clairsemée. Il faut arrêter avec l'idée d'Obélix qui court derrière des sangliers, avec systématiquement des chênes. Si vous prenez les albums de Goscinny, Uderzo, vous verrez toujours des forêts de chênes. C'est pas l'arbre le plus fréquent dans la péninsule bretonne. Alors, la préoccupation des pouvoirs, alors je vais dire des pouvoirs publics, du pouvoir royal, de s'intéresser à la forêt. Dans votre livre, vous évoquez Philippe VI de Valois en 1346. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et qu'est-ce qui fait que ses prédécesseurs n'avaient pas imaginé ? Alors, en fait, j'aurais pu prendre plusieurs rois de France, Philippe le Bel également. C'est toute une longue histoire. Donc, l'ordonnance de 1346 est une date importante, mais en fait, à replacer dans un ensemble d'édits royaux qui essayent de maîtriser la forêt. En fait, il y a un parallélisme assez fort entre la mise en place du pouvoir royal, du territoire qui est la France aujourd'hui, et du pouvoir royal absolu, l'absolutisme. Ça passe par la maîtrise du domaine royal, donc qui est au départ un petit noyau assez restreint, et qui va ensuite s'agrandir précisément par la possession des forêts, l'avancée du territoire sur les forêts, précisément parce que les forêts ont comme, alors ce n'est pas le seul rôle, mais c'est un des rôles très importants, le rôle de marquer la frontière. Il faut bien imaginer qu'une frontière, ça n'est qu'un trait de crayon sur une carte, qu'à cette époque-là, les cartes n'existent pas ou sont très très imprécises. À l'époque de Philippe le Bel ou de Philippe VI de Valois, il n'y a que des cartes de Ptolémée, les cartes dites de Ptolémée qui viennent de l'Antiquité. Donc je vous laisse imaginer la précision de ce genre de carte. Ce n'est pas avec ce genre de document que l'on va marquer la frontière. Donc ce qui marque la frontière, ce sont alors des bornages sur le territoire, mais c'est surtout la forêt, c'est le côté infranchissable. Et donc le roi a évidemment intérêt à augmenter son domaine royal, tout simplement pour augmenter son espace, son précaré, dira Louis XIV. Alors justement, Louis XIV, parce que c'est la date pour les néophytes comme moi, je savais que Colbert s'était préoccupé des eaux et forêts. Et puis qu'il y avait en 1669 là, une autre date importante. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et pourquoi Louis XIV ? Alors c'est la grande réformation de Colbert. Alors pourquoi Louis XIV ? C'est la fin de ce que je viens d'esquisser, mais je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire ce qui s'est passé en 1346. En 1346, le roi de France met les bases de ce qui va devenir ensuite les eaux et forêts, met en place la base de l'administration forestière royale avec tout un système donc, dans ce qu'on va appeler ensuite les provinces de surveillants royaux qui vont être amenés à gérer la forêt, c'est-à-dire essentiellement à empêcher le manant de venir braconner, de venir couper du bois, et à permettre l'usage pour le roi de la forêt sous forme de lieu de chasse, donc de loisirs pour le roi, fourniture pour notamment la marine, on a besoin de bois de marine important, le bois de chauffage, le bois d'industrie. Tout ça commence dès le XIVe siècle et va culminer avec le pouvoir absolu de Louis XIV, la grande réformation qu'il confie à Colbert. L'idée, c'est de mettre en coupe réglée, on va dire, de mettre au carré administrativement les forêts françaises, donc les forêts royales en France. Et puis on va déborder parce que le roi a besoin de s'assurer, notamment pour son bois de marine, d'avoir des ressources. Louis XIV est un roi guerroyer, il fait énormément de guerres, il a besoin d'avoir une ressource en bois sûre. Donc la grande réformation, c'est aussi pour identifier les grandes forêts des seigneurs. Il
Il ne faut jamais oublier que Louis XIV, pendant sa minorité, a subi la Fronde. Il n'a pas aimé du tout la rébellion des seigneurs, donc il est très content de mettre en coupe réglée ces forêts. Et donc il va envoyer, donc la grande réformation de Colbert, ça consiste à faire un inventaire forestier, savoir exactement combien il y a de surface, combien il y a de potentiel dans les forêts royales et puis les grandes forêts seigneuriales, avec l'idée que si on en a besoin pour faire la guerre, on va se servir. Mais le fait que Colbert soit obligé de, pardonnez-moi l'expression, remettre le couvert en 1669, alors que ça avait commencé au XIVe siècle, ça montre bien que ce n'était pas super efficace, parce que ça avait déjà commencé au XIVe siècle, et qu'en fait, toute l'histoire de France, c'est une lutte incessante du pouvoir royal pour maîtriser la forêt. Et même la réformation de Colbert, alors elle a eu des effets non négligeables évidemment, notamment elle permet aux historiens d'avoir une bonne vision pour certains territoires, pas à l'échelle de la France, mais sur certains territoires de la situation, parce qu'il y a eu des intendants plus ou moins zélés, plus ou moins bons, et donc on a des rapports plus ou moins complets. Mais jusqu'à la Révolution française, la question de la forêt ne sera pas complètement réglée. Et dans les cahiers de doléances en 1789, le peuple de France réclame énormément de droits dans les forêts, parce qu'il a été petit à petit, depuis le XIVe, complètement exclu de la forêt. Le droit de chasse est un droit, c'est François Ier qui a introduit ça en 1516, si ma mémoire est bonne. Le droit de chasse est un droit seigneurial. Les manants n'ont pas le droit de chasser. Ils vont évidemment pas se priver de braconner, mais c'est interdit. Et donc ça va être une lutte en permanente du pouvoir contre le peuple. Alors sautons allègrement quelques siècles. Allons-y. Aujourd'hui, donc, il y a 17, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a 17 millions d'hectares de forêt en France, mais qui en sont les propriétaires? Alors oui, on saute complètement. Alors, héritage de tout ce que je viens de vous raconter, la propriété héritée des rois de France, des grands seigneurs, des grandes abbayes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les forêts domaniales. C'est en gros, on va dire une vingtaine de pourcents des forêts françaises. Les 3/4 des forêts françaises étant des forêts privées. Et puis, entre les deux, vous avez les forêts des collectivités, donc essentiellement des forêts communales. L'héritage est important pour comprendre la répartition de ces forêts. Les forêts domaniales, les plus grandes forêts domaniales, vous allez les trouver dans le domaine qui était le domaine royal, donc autour de l'Île-de-France, le long des châteaux de la Loire. La plus grande forêt domaniale de France en surface, c'est la forêt d'Orléans. Après, vous avez la forêt de Fontainebleau. Voilà, c'est dans le domaine royal qu'on va trouver les plus grandes forêts, donc en Île-de-France. Les forêts communales, ce sont les zones où il y avait nécessité pour la population de se mettre d'accord pour exploiter du bois pour des questions essentiellement climatiques, pour du bois de chauffage par exemple. Donc vous trouvez ça dans la moyenne montagne, donc très souvent dans l'est de la France, vous avez pas mal de forêts communales, parce qu'on se met d'accord pour, dans les communs, les forêts qui appartiennent à la commune, on se met d'accord pour couper du bois de chauffage et le répartir dans la population, c'est le fameux affouage. Et puis dans l'ouest, vous avez le domaine de la forêt privée, où il n'y a pas énormément d'intervention du roi de France, parce qu'on est aux limites du pouvoir royal, on est loin. Et il n'y a pas, dans les zones de plaine, le relief qui justifierait qu'on se mette d'accord pour couper du bois à la même date. Alors ces 3,5 millions de propriétaires de forêts en France, ils ne vont pas les administrer pareillement, ils ne vont pas en tirer profit de la même manière. Est-ce qu'on peut faire un tableau même impressionniste de ces 3,5 millions? Alors, j'ai l'habitude de dire quand on me pose la question qu'en fait, dans la salle ici, il y a sans doute des gens qui sont propriétaires forestiers et qui l'ignorent. C'est une bonne nouvelle. Il
faudra vous poser la question. Tout simplement parce que la forêt est souvent dans les familles devenue quelque chose de très très petit en surface au gré des partages successoraux. Et si on ne l'exploite pas, si on n'est pas soi-même forestier, si en plus on a quitté la terre et qu'on est allé habiter ailleurs, on finit par oublier qu'on a un petit bois. Alors qu'une maison, vous l'oubliez quand même nettement moins. Ce qui fait qu'on a énormément de propriétaires forestiers en France qui ont des toutes petites parcelles dont ils ne font rien. Parce que c'est pas rentable économiquement, parce qu'à la limite, ils ne savent même plus où c'est, parce que ça n'a pas été borné, c'est au milieu d'un massif et on ne sait pas où c'est exactement. Il faut savoir qu'en France, en dessous de 25 hectares, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un plan de gestion. Vous n'êtes pas obligé de gérer votre forêt de manière, on va dire, active et rationnelle. Le plan simple de gestion a été imposé dans les années 60 lorsqu'on a créé les CRPF, les conseils régionaux de la propriété forestière. L'idée, c'était de regrouper des propriétaires forestiers pour faire des massifs forestiers suffisamment grands pour qu'on puisse avoir une gestion logique, faire des économies d'échelle dans les forêts et surtout qu'on puisse inventorier la ressource et prendre des décisions à l'échelle où c'est économiquement viable. Il faut savoir que l'immense majorité des propriétaires forestiers sont très largement en dessous des 25 hectares. Ça dépend évidemment des régions. Alors, il y a une partie passionnante également dans le livre sur l'impossible synthèse des 3 P, protection, promenade et production. Est-ce que, Vincent, vous pouvez vous arrêter quelques instants sur chacun de ces termes? Oui, alors c'est moi qui ai inventé cette chose-là. Enfin, l'idée générale des 3 piliers de la forêt française, non, mais les termes 3P, c'est de moi. Les fonctions de la forêt, les 3 fonctions de la forêt, si on les synthétise, c'est d'abord de produire du bois. Historiquement, on peut dire que c'est la première fonction de la forêt, produire du bois. Une sous-fonction de production, c'est aussi la chasse, mais j'imagine qu'on en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, la fonction qui est davantage assignée à la forêt, c'est la protection. L'idée d'un patrimoine naturel qu'il faut sauvegarder, notamment pour des questions de biodiversité. Et puis récemment, le code a changé, le code forestier a changé en 2021, le stockage du carbone, on en parlera aussi, les 3 S du stockage du carbone. Voilà. Et puis entre les deux, vous avez le P. Et le P, que j'ai appelé comme ça pour signifier la promenade, c'est la forêt récréative. La forêt, c'est un espace dans lequel on a envie d'aller se ressourcer, envie d'aller se promener. Et c'est le regard du promeneur qu'il pose sur la protection ou la production qui va poser en fait la grande difficulté, l'impossible synthèse des 3 P. Parce que évidemment, une forêt, tout écosystème forestier a ces 3 piliers. Mais selon l'utilisateur, l'usager, c'est-à-dire nous, on va privilégier l'un des 3 piliers, les 3 piliers n'étant pas exactement compatibles. Voilà. La production passe par couper du bois. Couper du bois, on va le voir comme une agression contre la biodiversité, une agression contre la forêt. Ce n'est pas exact. La meilleure forêt, notamment pour le stockage du carbone, c'est la forêt que l'on coupe, c'est la forêt que l'on entretient. Mais c'est forcément, le promeneur va voir ça comme quelque chose d'antinomique. Le promeneur a envie d'avoir une forêt relativement claire, une forêt lisible. Vous n'avez pas envie de vous perdre en forêt. Une forêt, alors on en revient à la forêt primaire, une forêt abandonnée à elle-même, elle est dangereuse, elle est impénétrable. Une forêt abandonnée à elle-même, vous avez des arbres qui risquent de vous tomber dessus, des branches qui risquent de vous tomber dessus. Un des gros problèmes des forestiers en Île-de-France, dans les forêts, on en reparlera, des forêts périurbaines, c'est précisément de faire que la forêt puisse être
pratiquée par les promeneurs en toute sécurité, ça passe par de l'élagage. On est obligé de couper une partie des branches, parce que si on laisse le soin au vent de faire tomber les branches mortes, il y a quand même un risque qu'il y ait des promeneurs en dessous. Voilà. Et donc la forêt que l'on aime bien, c'est la forêt assez aérée, qui ressemble parfois plus à un parc que vraiment à une forêt. En tout cas, ce n'est pas la forêt impénétrable. Voilà. Et vous comprenez bien que le promeneur, avec cette image de la forêt dans laquelle il peut organiser un pique-nique, dans laquelle il peut voir ses enfants aller loin sans les perdre de vue. Hein, le petit Pousset, on n'aime pas l'histoire du petit Pousset, il faut qu'on arrive à les voir, le chien ou les enfants, il faut qu'on les voit jusqu'au bout. Tout ceci est complètement contradictoire avec la protection de la biodiversité. Si on veut vraiment une forêt primaire, je mets énormément de guillemets à primaire, il faut la laisser pousser, mais dans ce cas-là, il faut s'exclure de la forêt. Et c'est ce qu'on fait. Vous avez des réserves biologiques intégrales, très très peu, hein. En France il n'y en a pas énormément, mais elles existent, qui ont été décidées, donc la toute première c'est en 1853 à Fontainebleau, où justement l'homme a décidé de ne plus jamais rentrer dans cette parcelle pour la laisser complètement à la nature. Mais on ne peut plus la voir, on ne peut plus profiter du P promenade dans cette parcelle. On a abandonné le P production, mais la protection suppose qu'il n'y a plus de P possible. Alors, je vais vous répondre, madame. Je vous remercie. Je vais répondre pour que... il y a plusieurs éléments dans ce que vous avez dit qui méritent d'être reposés. Alors peut-être pour la diffusion, il faut que je répète ce que vous nous avez dit. Dans les réserves biologiques intégrales à Fontainebleau, selon vous, les chasseurs chassent, les promeneurs se promènent. Alors, la première chose, c'est qu'il y a deux types de réserves biologiques dans toutes les forêts domaniales où il y en a, à Fontainebleau notamment. Il y a les biologiques intégrales qui sont je suis d'accord, mais je réponds pour tout le monde là, qui sont interdites. Et ce que vous, j'ai pas dit que je vous croyais pas. Je vais vous donner des éléments de réponse. Et puis il y a les réserves biologiques dirigées, les RBI et les RBD. Dans les dirigées, certaines activités sont autorisées, notamment la chasse. On en reparlera. Voilà. La deuxième réponse que je vais vous faire, elle est très importante. Vous ne pouvez pas clore une réserve biologique intégrale. Ça irait contre l'idée même de biodiversité. Si vous mettez un grillage autour d'une forêt, comment voulez-vous que la faune se développe, se manifeste librement? Ça n'est pas possible. Vous allez avoir des problèmes de pression de la faune. Elle va, s'il n'y a plus de prédateurs, la faune va se reproduire dans son enclos et elle va finir par manger la forêt. Donc votre forêt va en pâtir, la faune ne trouvera pas suffisamment à manger, enfin, va y avoir des problèmes de consanguinité. Enfin, c'est pas possible, vous ne pouvez pas enfermer la biodiversité. On s'est rendu compte de ça depuis François Ier, la création de la forêt de Chambord. Quand François Ier crée le château de Chambord, il veut se faire un domaine de chasse, il a créé la forêt de Chambord et il l'a enfermée de murs. Au départ, ce n'était pas pour que le gibier reste dans la forêt, c'était surtout pour empêcher les paysans à qui il venait de piquer des terres de rentrer dans la forêt pour braconner. Bon. Et pendant des siècles, les rois de France ont entretenu ce fichu mur qui, comme tous les murs, sont faits pour être surmontés. Donc les murs ont toujours été troués, etc. Mais ça n'empêche qu'on a un problème cynégétique maintenant très important à Chambord, parce que pendant des siècles, la population, la faune, notamment les grands cervidés, se sont reproduits en vase clos. Et ça, c'est complètement contraire avec l'idée d'une réserve biologique. Si vous voulez que ce soit biologique, il faut que ce soit ouvert. Et donc la troisième réponse que je vous ferai, c'est qu'on ne peut pas mettre de grillage.
Et on ne peut pas surveiller, on peut pas être derrière tout le monde dans la forêt. Ça serait complètement contraire. Si on faisait des rondes de surveillance dans une réserve biologique intégrale, vous comprenez bien que la présence humaine serait importante. Donc il peut y avoir des abus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, j'en appelle à votre civisme, au civisme de tout le monde. Lorsque vous voyez un panneau réserve biologique intégrale, vous n'y allez pas. Alors, attendez. Bon, on va peut-être avancer. Je vais l'évoquer d'une autre manière. Il y a aussi le problème des parkings. C'est que toutes les études montrent que la fréquentation dans les forêts périurbaines, elle est très, très, très limitée le long des axes et le long des parkings. Or, la forêt de Fontainebleau, les réserves biologiques intégrales, elles ont été définies, et c'est très intéressant d'ailleurs pour notre propos, par des artistes. En 1853, ce sont les peintres de Barbizon qui ont mené la danse et qui ont obtenu de Napoléon III la protection de ce qu'on n'appelait pas des réserves biologiques intégrales, mais des séries artistiques. Ils voulaient pouvoir peindre des vieux arbres. D'accord ? Ce faisant, ils ont modifié complètement la forêt, parce que les vieux arbres en question, c'était des chênes, les chênes tout-bancroches, comme disaient les bisons, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Et ces chênes tout-bancroches, qui étaient majoritaires, ils étaient à des endroits de la forêt, là où les rois de France, notamment Louis XIV, qui aimait beaucoup les chênes, avaient exigé qu'il y ait des grandes allées de chênes pour que, quand ils passaient en carrosse pour la chasse, ils puissent les voir. Donc c'était un état de la forêt. À partir du moment où les séries artistiques ont été créées, donc plus aucune intervention humaine. Si vous allez dans une réserve biologique intégrale, on y a droit pour des raisons scientifiques. Vous pouvez trouver des scientifiques dans les réserves biologiques pour venir justement étudier. Vous apercevez que ce sont des hêtraies. Le chêne a complètement disparu, ou très, très largement minoritaire maintenant. C'est du hêtre qui a poussé à la place. Donc la réserve artistique a permis de faire revenir ce qui est la véritable forêt de plaine en Île-de-France, une hêtraie atlantique, beaucoup plus qu'une chênaie. S'il y avait des chênes, c'est parce que nos rois de France, ils aimaient les chênes, le chêne gaulois, etc., celui avec lequel on a commencé dans Astérix. Traversons l'Atlantique quelques instants pour revenir sur ce débat-là, qui est très très intéressant. Il y a la conquête de l'Ouest, vous avez tous vu ces westerns qui racontent ça, c'est un moment terrible de déforestation des États-Unis parce qu'il faut des traverses pour le chemin de fer qui va traverser un continent, les ranchs, les villages, etc. Tout ça est en bois. Et comme le bois est abondant, on croit que ce n'est pas un problème. Et c'est là où un certain nombre de personnes vont se mobiliser pour dire attention, on est en train de détruire notre trésor qui ne va pas se renouveler aussi vite que ça. Donc ils vont développer le mouvement préservationniste. Et je donne un nom parce que c'est lui qu'on associe toujours à ce mouvement, c'est John Muir, qui va être aussi à l'origine du parc Yosemite et à d'autres parcs naturels nationaux américains. Mais il les ouvre quand même, non pas aux chasseurs, mais il les ouvre aux promeneurs et aux touristes. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais ça, on va y revenir. Et face à lui, il y aura quelqu'un comme Pinchot qui va créer l'enseignement de la foresterie à Harvard et qui, lui, sera protectionniste. C'est-à-dire qu'il partira du principe que la société a besoin de couper des arbres parce que pour faire des meubles, pour faire de la pâte à papier, pour se chauffer, etc., etc. Mais il faut le faire de manière raisonnée. C'est-à-dire que si je coupe un arbre, eh bien, je replante un, etc. Donc il y a un combat qui persiste encore aujourd'hui entre préservationnistes et protectionnistes. Et c'est vrai que c'est difficile à prendre position là-dessus si on prend ces deux termes-là au sens le plus strict, parce que, et là je donne l'exemple d'Aldo Léopold, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un non-écologiste, c'est quand même le fondateur de l'éthique de la Terre, eh bien il était chasseur. Et il disait qu'il faut éliminer un certain nombre de cervidés qui se sont reproduits naturellement trop rapidement et qui viennent avec leurs cornes saccager les arbres. Donc à un moment donné, là, moi qui n'avais pas un point de vue très positif pour les chasseurs, je me suis dit, et s'il avait raison, cet homme qui est en même temps le théoricien de l'éthique de la Terre,
Donc on ne peut pas dire, vous voyez, que c'est un méchant, un bouffe chasseur. Je prends les caricatures qu'on a tous en tête. Bon, donc il y a bien là des phénomènes de régulation, parce qu'effectivement, trop de cervidés vont à l'encontre d'une forêt. Et à la même époque, il y a un auteur qui s'est beaucoup battu contre la déforestation aux États-Unis, c'est George Perkins Marsh, qui a écrit L'homme et la nature en 1864, et qui explique que le désert palestinien résulte de la trop grande présence des chèvres et des brebis à cet endroit-là, historiquement. Alors, vous voyez, là on est devant des problèmes qui sont très difficiles parce que derrière le mot biodiversité, il faut aussi protéger cette biodiversité. Parce que cette faune et cette flore, elle a aussi ses fragilités. Et donc, comme le disait Vincent, si on la protégeait, entre guillemets, avec un mur qui l'enfermerait, on irait à l'encontre de cette possibilité d'avoir un jardin ou une forêt en mouvement, pour prendre l'expression de Gilles Clément, et la proposer au niveau de la forêt. Alors, faisons, avant que chacun puisse s'exprimer, terminons avec quelques questions quand même, en particulier celle évidemment qui nous intéresse tous ici, celle de l'écologie, c'est-à-dire l'apport incroyable de la forêt par rapport au réchauffement climatique, par rapport à toutes les pollutions qui nous assaillent. Et je racontais, j'ai déjà dit il y a quelques séances, j'avais assisté à la COP, je ne sais plus laquelle du reste, mais il y avait une femme qui était là, une jeune femme qui ne cessait de parler de puits à carbone. Et moi alors elle était une militante écologiste très, très vindicative. Et bon, moi je suis assez bachelardien, donc j'aurais jamais appelé ça un puits à carbone. Et je lui dis, c'est quoi votre puits à carbone? Elle me dit, ben, les arbres. Oh, j'étais sidéré. Je lui dis, mais non, les arbres méritent beaucoup plus que ça. On ne peut pas technocratiquement les comparer simplement à un truc qui va filtrer ou retenir le carbone, d'autant plus que l'arbre, il est aussi producteur d'oxygène. Il est aussi celui qui maintient, grâce à son système racinaire, le sol pour éviter l'érosion, etc. Donc, très rapidement, Vincent, l'apport de la forêt et de l'arbre d'un point de vue environnemental. Alors, d'un point de vue environnemental, très rapidement, ça va être compliqué. Prenons notre temps, alors. Compte tenu de l'époque, on va commencer par la notion de puits de carbone, effectivement, même si c'est une notion qui, historiquement, est arrivée très, très tard. On a pris conscience de cette fonction de puits de carbone de la forêt au tournant des années 2000, 90-2000. Au passage, on avait oublié les sols. On a surtout parlé des arbres. Maintenant, on sait qu'il y a au moins, c'est au moins aussi important et sans doute plus important, le sol. Le prochain défi, c'est l'océan. L'océan, les puits de carbone dans l'océan. Juste un point sur le sol. Ça nous fait sortir de la forêt. Qui est dans votre livre. Le sol forestier est aussi celui qui absorbe le méthane, qui est un autre gaz terrible. Hein. Et qui est beaucoup plus terrible que le CO2. Mais ça, c'est pour nos enfants. La question de réduire le méthane, enfin, il faut qu'on s'y mette dès maintenant. Mais après le gaz carbone, après le CO2, vous verrez le méthane. Tu as bien entendu. Alors, donc, les 3 S que l'on développe pour permettre de comprendre cette notion de puits de carbone, qui n'est effectivement pas une image très bonne à prendre, c'est la séquestration, le stockage et la substitution. La séquestration par la photosynthèse, un arbre et tout ce qui va avec, toutes les plantes qui vont avec, séquestrent du carbone prélevé dans l'atmosphère. Donc, ça légitime l'idée que si on veut compenser notre voyage en avion, nos usines polluantes, etc., qui rejettent trop de CO2, on plante des arbres. Voilà. On plante un arbre, il va séquestrer le carbone de l'atmosphère. La question, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais plus l'arbre est jeune, plus il va séquestrer de carbone, plus l'arbre pousse vite, plus il va séquestrer de carbone. Au passage, ça légitime complètement la sylviculture, pensée comme sélection d'arbres qui poussent le plus vite pour rapporter le plus rapidement possible. Plus l'arbre pousse vite, plus il va séquestrer de carbone. Un arbre qui vieillit, il ne séquestre plus rien. À partir d'un moment, il va arrêter de séquestrer et même
quand il pourrit, il va tout rejeter. Ce qui nous amène au deuxième S, stockage. Ce qui stocke du carbone, c'est l'arbre sur pied quand il est vivant, quand la photosynthèse fonctionne. Et à partir du moment où il commence à moins stocker, tout simplement parce qu'il est arrivé à maturité ou qu'il est en dégénérescence, le stockage, ça sera quand on va le couper. Donc il y a une partie du stockage, ce qu'on appelle le volume sur pied, qui est donc l'arbre en plein développement, la forêt en plein développement. Et puis après, c'est l'arbre sous forme de planches, de parquets, de meubles. Vous avez dans cette salle une très belle illustration du stockage. Depuis, j'ai lu les panneaux les années 1880, et quand la salle a été refaite après les incidents et incendies de la commune, les grandes portes que vous avez là en bois stockent du CO2 depuis 1880. Tant qu'on ne fait pas brûler à nouveau l'hôtel de ville. Voilà, ça c'est le stockage. Et puis beaucoup plus difficile à mesurer, parce que stockage et séquestration, ça se mesure scientifiquement. C'est toute la question qui agite les différents rapports du GIEC. Je vous invite à le lire, le rapport du GIEC. Tout ça est bien détaillé. Et encore une fois, il y a énormément d'études parce qu'on découvre d'année en année le rôle des sols, le rôle des essences, même des pratiques sylvicoles. Tout ceci est très complexe. Plus difficile à mesurer, c'est la substitution. Alors la substitution, c'est tout ce que vous allez éviter de produire comme CO2 dès lors que vous allez abandonner le plastique au profit du bois, si je résume à grands traits. Le plastique, le béton, ça consomme beaucoup, ça produit beaucoup plus de CO2 que du bois. Donc vous savez que depuis le Grenelle de l'environnement, dans toutes les constructions en France, il y a obligation d'avoir une partie en bois pour remplacer le béton, gros producteur de CO2. Le problème, c'est que ça, on ne sait pas, évidemment, quelle est la part qui va être substituée. C'est pas du tout mesurable. Mais c'est le fameux troisième S. Mais ce ne sont pas les seuls apports à l'écologie de la forêt. Vous avez aussi toute la question de la biodiversité. La biodiversité des forêts est évidemment très importante. On estime que c'est la forêt amazonienne qui est le plus gros stock de biodiversité sur Terre. On exclut dans le débat les océans, qui sont sans doute des puits à biodiversité, si on reprend l'expression plus fort encore que la forêt. Le problème, c'est que cette biodiversité, comme tu l'as très bien dit, l'homme en est responsable, et l'homme, par ses interventions parfois protectionnistes, en voulant la protéger, va justement la modifier. J'ai pris l'exemple des séries artistiques qui voulaient protéger des forêts de chênes et qui ont eu comme conséquence de faire des forêts de hêtres. Alors si on se place du point de vue de la nature avec un grand N, Mère Nature, si Mère Nature avait décidé qu'à cet endroit-là, il fallait des hêtres, qui est-on, nous, pour décider qu'on préfère une forêt de chênes? Mais ça n'empêche que si on avait fait une étude de la biodiversité des forêts en 1853 et qu'on faisait la même aujourd'hui dans les parcelles qui ont été protégées depuis 1853, ça ne serait pas du tout la même chose. Ça ne serait pas du tout la même chose. Et dans les deux cas, on a alors si on prend la définition scientifique de la biodiversité, en nombre d'espèces, en quantité d'espèces par rapport à la surface, et puis surtout les relations entre les espèces. On l'oublie souvent, cette dimension dans la biodiversité. Ce n'est pas simplement compter le nombre d'espèces, c'est les relations entre les espèces. Et il faut que ces relations soient harmonieuses. Alors tu prenais l'exemple de la chasse. Si je résumais ça par une formule un peu à l'emporte-pièce, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire, autrefois, on fabriquait des forêts pour chasser. Aujourd'hui, on chasse pour protéger la forêt. Je m'explique. Toutes les forêts domaniales, qui sont donc les anciennes forêts royales, ont été créées littéralement pour la chasse. Quand vous regardez l'organisation des parcelles, l'organisation des routes, les routes circulaires autour d'un grand rond-point, etc., tout ça, c'est pour organiser la chasse à courre du roi. Toutes nos forêts d'Île-de-France portent
les traces de cette organisation. On fabriquait des forêts pour la chasse. Pas uniquement pour la chasse, mais on les fabriquait pour la chasse. Et on développait des fourrés, des taillis pour la reproduction des animaux. On faisait des lâchers. Les lâchers de faisans, c'est très ancien. Déjà sous Louis XIV, sous Louis XV, on faisait ça. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On chasse pour maintenir la forêt. Nous avons une pression cynégétique très importante. Il y a énormément de cervidés. Alors, les grands cervidés sont les cerfs, les biches, les sangliers, la grande faune dans nos forêts qui sont en augmentation pour une raison toute simple. Il y a de moins en moins de chasseurs, 1,2 million, et ils ne sont pas tous des chasseurs de sangliers et de cerfs. 1,2 million aujourd'hui à peu près. Il y en avait plus de 2 millions il y a une génération. Et donc, c'est une pratique qui diminue. Et puis, la deuxième raison, il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a plus de grands prédateurs. C'est l'absence du loup. Le loup, qui était présent dans les forêts royales jusqu'au 19e siècle, jusqu'au début du 19e, il se servait. Et il maintenait la population, la population de cervidés à un niveau raisonnable. Et puis, il y avait bien sûr la pratique de la chasse. Vous enlevez le chasseur et le loup, ben vous avez trop de sangliers, vous avez trop de cervidés. Et en plus, alors les cervidés, non, mais les sangliers viennent se nourrir dans nos poubelles. Vous les avez en Île-de-France, c'est un vrai problème. Dans le monde périurbain, c'est un vrai problème. Il vient boulotter dans nos champs. On lui apporte. Il vient labourer les champs. Il vient, et puis, oui, pas dans le bon sens. Bah oui, bien sûr, il faut qu'il se fasse un petit peu de place. Un cochon, ça ne sue pas. Et comme ça ne sue pas, ça ne peut pas réguler sa température par la sudation. Donc, il est bien obligé de se rafraîchir en se roulant un peu dans la boue. Puis en plus, il a des parasites qu'il faut enlever. Donc, il a besoin de verre, de terre, voilà. pour se... Et puis, donc, les cervidés ont besoin de verre et ils vont abrutir, comme on dit, ils vont manger les jeunes pousses des arbres. C'est la meilleure façon pour que la forêt ne repousse pas. Et vous avez des endroits en France où on n'arrive pas à faire repousser la forêt. Donc, l'écosystème forestier avec lequel j'ai commencé est menacé par la faune. Et donc, on est bien obligé de mettre alors, des tubes en plastique. Il y a différentes variétés de tubes, mais vous avez tous déjà vu ça dans les forêts. Ça fait hurler le promeneur, si on en revient aux 3P de tout à l'heure, parce qu'il se dit, mais on est en train de massacrer la forêt, c'est quoi qu'on est en train de planter? Là, c'est forcément des arbres clonés, ils sont entourés de plastique, etc. Non, on les entoure de plastique pour empêcher le petit Bambi de venir se servir et de le transformer en bonsaï. Et il y a des endroits en France où on n'arrive pas à faire repousser la forêt, à faire qu'elle se régénère naturellement, sans passer par ce système-là de protection, jusqu'à ce que l'arbre soit suffisamment gros. En gros, c'est 1,20 m, 1,50 m. À partir de ce moment-là, il n'y a plus que l'écorçage qui peut gêner l'arbre, parce que le cerf va se frotter les bois contre l'arbre. Voilà. Puis après, une fois que l'arbre est parti, il s'en fiche un peu de la faune. Mais donc aujourd'hui, littéralement, on chasse pour gérer la forêt. Et non plus on gère la forêt pour la chasse. On fait des battues, des chasses, non pas pour manger, non pas pour le plaisir de tuer les animaux, mais pour permettre à la forêt de se régénérer. Alors pas partout, hein, bien sûr, hein, ça n'empêche pas qu'il y a une pratique de la chasse. Je vous vois bouillir. Alors allez-y, réagissez. Après on passera au volet sur les arbres et la ville. Hein. J'arrive. Merci. Une forêt en libre évolution, c'est une forêt qui ne cesse pas de se transformer. Il n'y a aucun idéal pour une forêt en libre évolution. Toutes les relations qui existent et qui ne cessent pas de se créer, de s'échanger entre tous les vivants, tous, animaux, végétaux, champignons, archées, tout parasites, tous les vivants possibles et imaginables, ils ne cessent pas de transformer leurs relations par rapport à leurs besoins et à toutes les forces qu'il les soumet. Je suis parfaitement d'accord, sauf que dans le lot, je mets l'homme. Et l'homme est un puissant vecteur de transformation, effectivement, de son milieu. Et dans la forêt, l'homme a joué, j'ai commencé par là,
quand Thierry m'a interrogé sur le concept de forêt primaire, l'homme joue un rôle, alors si on parle de la forêt française, des forêts européennes, l'homme joue un rôle majeur depuis le néolithique. Il n'y a plus 1 hectare de forêt en France qui puisse être appelé naturel. Le maquis corse, la garrigue, même des forêts très petites, très clairsemées sur le littoral. 10% des forêts sur le littoral français sont protégées, sont des réserves de protection. Ça n'empêche que partout, l'historien pourra vous dire pourquoi à cet endroit-là la forêt est comme ça, et c'est à chaque fois des interventions humaines. Oui. Donc je suis d'accord avec vous, il n'y a aucun idéal. On est revenu complètement sur une notion qu'au début du XXe siècle, on avait, qu'on appelait le climax pour la végétation, climax avec un X à la fin. Rien à voir avec le climat, la climatologie. C'était le climax, en grec, ça veut dire l'équilibre. C'était l'idée qu'il y avait un stade de la végétation qui était le stade primaire, le stade à l'équilibre. On sait aujourd'hui qu'en fait, il n'y a pas d'équilibre, c'est une suite de déséquilibres, la nature. Mais dans ces déséquilibres successifs, il y a l'homme. Oui, mais avec la crise dans laquelle nous nous trouvons, où la vie sauvage, elle s'est réduite sur notre planète, c'est-à-dire, j'entends pas domestiquée, où il n'y a justement pas une domestication qu'elle soit. On est réduit entre les 2 et les 4% sur toute la planète. Donc, nous sommes dans une situation hyper grave. Alors, on peut imaginer qu'il y a des territoires dans lesquels l'humain, il peut juste passer, juste contempler. On est d'accord, mais on ne pourra pas les enfermer, ces territoires. Mais pourquoi les enfermer? Ces territoires n'existeraient. On parlait de notre collègue Allais qui voulait faire une forêt primaire, qui veut faire une forêt primaire en Europe, quelque part dans l'est de la France. Alors c'est gonflé de vouloir recréer une forêt primaire. C'est franchement gonflé. Son idée, c'est si on ne touche plus à la forêt, dans X centaines, voire milliers d'années, on rétablit un équilibre naturel. Mais cet équilibre qu'on va rétablir, on l'aura créé. Il sera littéralement humain, parce qu'on aura interdit telle ou telle pratique dans cet espace. Et ça pose la question des limites, comme toujours. Je suis géographe, donc la question des frontières, des limites, ça me concerne au plus haut point. Il y a forcément une impossibilité philosophique à aller plus loin, sinon il faut supprimer l'homme. Au passage, je ferai remarquer dans ce que tu as dit sur Yosemite que dans les préservationnistes, il ne faut pas oublier qu'on a viré les Indiens quand même. Pour créer Yosemite, on a massacré les tribus indiennes. Parce que les Indiens, ils n'avaient rien à faire dans la nature originelle. Il ne faut quand même pas l'oublier. Mais ça, c'est plus que horrible. Hein? On est complètement d'accord. Plus qu'horrible. Mais une forêt en libre évolution, et je termine, elle n'a aucune barrière pour la protéger. C'est l'humain qui doit accepter que s'il veut un monde de toute beauté et un monde dans lequel tous les vivants ils ont les droits de vivre, eh bien, il peut aller dans cette forêt et se ressourcer, se réparer, s'il y va, il sera se régénérer et juste passer, contempler et rien y toucher. C'est la seule intervention. Mais on allait en parler parce que Attendez, on va conclure rapidement avant de laisser le micro circuler. Je voulais qu'on parle quand même, et je voulais questionner Vincent sur quelque chose qu'il aborde dans son livre, mais pas complètement bien sûr, ce n'est pas le but, de ce qu'on appelle les forêts urbaines et l'arbre dans les villes aujourd'hui. Parce que, encore une fois, on a une vision très utilitariste de l'arbre. Donc l'arbre, c'est pour des îlots de fraîcheur,
c'est les cours oasis dans les écoles, tous ces trucs-là. Et en fait, ce n'est pas du tout la présence de l'arbre dans la ville, telle qu'on pourrait l'imaginer dans les cités-jardins, les deux qui ont existé en Angleterre et qui existent toujours, où les arbres ont été plantés massivement à cette époque-là, au début du XXe siècle. Et donc, on sait qu'on ne peut pas planter tous les arbres en ville. Il y a des arbres qui ont une espérance de vie plus longue que d'autres. Il y a des arbres qui sont plus propices à la cohabitation avec l'automobile, par exemple, ou avec les diverses pollutions propres à la société urbaine. Alors, là aussi, malheureusement très rapidement, mais compte tenu du fait que la plupart des étudiantes et étudiants ici présents vont devoir réfléchir à cette question de qu'est-ce que c'est que l'arbre dans leur propre projet d'architecte paysager, là voilà, c'est une question qu'il faut poser. Après je ferai circuler le micro et puis vous poserez vos questions, vous émettrez vos objections. Alors, l'arbre dans la ville. C'est une chanson, mais c'est pas ça que je demande à chanter. C'est une chanson, oui. Non, je ne vais pas chanter, non, je vous protégerai. Alors déjà, je crois qu'il faudrait réfléchir au concept de forêt périurbaine, parce qu'on en entend beaucoup parler, et j'imagine que les étudiants sont confrontés avec ce concept. C'est un concept qui n'est pas défini. C'est un concept récent et dont on n'a pas encore pris la peine véritablement de le définir. Je vais vous expliquer comment en France on le définit. Vous allez voir que ça a été fait très largement au doigt mouillé. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un parc urbain. Un parc urbain, ce que tu as évoqué, ce n'est pas une forêt. C'est pas une forêt. Au sens, ce n'est pas un écosystème forestier qui serait capable tout seul de pousser avec les simples forces de la nature. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas. Tout l'art de la sylviculture, c'est de laisser la forêt pousser en favorisant ce qui est intéressant pour l'homme, tel type d'essence, tel type de conformation des troncs pour les arbres, etc. La forêt périurbaine, telle qu'elle a été définie en France, on a fait une enquête, c'est l'IFOP, je crois. On a demandé aux Français combien de fois vous allez en forêt par an. Le résultat, la moyenne, c'est 18. Les Français vont 18 fois en forêt par an. Deuxième question, vous faites combien de kilomètres pour aller en forêt? C'est 10 kilomètres et quelques la moyenne qui est tombée. Et on s'est dit, bon, alors, combien y a-t-il de forêts qui sont à 10 kilomètres d'une population urbaine? C'est aussi simple que ça. On arrive à 2,3 millions d'hectares